Salut tout le monde, c'est Juliana et Julien. On est tous les deux jeunes parents d'une petite Elena qui a 9 mois et on vous retrouve aujourd'hui dans ce super live pour répondre à toutes vos questions qui concernent la parentalité, la vie de couple, la sexualité, etc. après l'arrivée de bébé. Le divorce. Le divorce, bientôt d'ailleurs. Donc on va commencer tout de suite avec une première question. Comment vous organisez-vous au niveau des tâches à la maison? C'est un petit peu chaotique à la maison. Non, c'est pas vrai. On a une organisation qui est très bonne, il faut le dire. On est assez organisé. On n'a même pas réfléchi à notre organisation. Non, ça s'est fait naturellement. On n'a pas, ouais, c'est ça. On n'a pas dit toi tu fais ça, toi tu fais ça, toi tu fais ça. On a réussi à faire le truc au feeling tous les deux et on s'en sort plutôt pas trop mal, je pense. Oui, je pense que notre organisation au niveau des tâches quotidiennes à la maison, elle est la même que depuis avant l'arrivée d'Elena. Oui, simplement, vrai, il y a des tâches qui se sont rajoutées à ce qu'on faisait d'abord. Oui, oui. Nous, c'est vrai qu'on ne calcule pas, c'est-à-dire que ce n'est pas 50-50. C'est pas, voilà, toi tu fais la vaisselle 3 jours par semaine, toi tu fais le ménage. Tu fais le ménage. Non, il n'y a rien qui est calculé, on n'a pas de tableau Excel qui te dit, voilà, toi tu fais ça, tant de fois, etc. Non, nous, c'est assez… c'est au feeling, quoi. C'est-à-dire que… C'est pas du 50-50, il faut être totalement honnête, elle en fait plus que moi. Ça dépend des domaines. Mais voilà, moi après, quand on était avant d'avoir Elena, je faisais tout ce qui était courses, je faisais beaucoup de ménage. La vaisselle, c'est tout le temps moi qui l'a fait. Oui, et c'est resté. Et c'est resté. Ouais. Et avec Elena, c'est sûr que maman, elle en fait un petit peu plus. Mais en tant que papa, j'essaye de participer au bain le plus possible. Même Il y a encore du travail. Il y a encore du travail. J'essaie de changer les couches, mais là encore, elle le fait quand même beaucoup plus que moi. Je pense que ça doit être dans beaucoup de couples comme ça, que c'est vrai que très souvent la maman a un côté un peu plus à l'aise avec son bébé et fait naturellement un peu plus de choses par plaisir, par envie. Et c'est aussi dû au fait que le lien papa-bébé se crée beaucoup plus lentement. Oui, donc c'est vrai que du coup on se dit je n'ai pas trop envie d'en faire parce que je sens pas encore que c'est mon enfant. Oui, peur de ne pas savoir faire. Peur de ne pas savoir faire. On se dit, la maman, elle va mieux faire que moi, donc on va la laisser faire. Oui, on se dit, ça lui fait plaisir de faire, donc on la laisse faire. Et après, c'est un cercle vicieux. Oui, parce que moins tu fais, moins tu as envie de faire, et moins tu fais. Et c'est ça, le problème, c'est que moins on fait. Ça, je pense que c'est pour un conseil pour les papas d'ailleurs, c'est qu'il faut essayer de vous imposer à changer des couches et à donner le bain. Parce que si vous ne le faites pas maintenant, vous aurez de plus en plus peur de le faire parce que votre femme va être de plus en plus douée dans la tâche. Elle sera de plus en plus rapide, de plus en plus efficace et du coup, vous allez vous dire non, mais elle lui donne le bain, elle lui change sa couche en 1 minute, moi je vais prendre 5 heures. Et c'est effectivement ce qui peut se passer. Donc pour essayer de ne pas avoir un train de retard, essayez de vous imposer et puis aux mamans, essayez de laisser au papa le temps et le plaisir de changer des couches et de donner le bain. Voilà. Mais oui. Deuxième question, est-ce que bébé dort dans votre chambre? Elena a 9 mois, donc elle ne dort plus dans notre chambre. Elle a dormi avec nous. Elle a dormi avec nous jusqu'à 3 mois. Quasiment 4 mois. 3 mois et demi, donc elle a fait, au début on la mettait dans le couffin, donc dans la poussette. Mais dans la chambre. Mais dans la chambre, oui, donc c'était un genre de petit lit cododo, enfin pas vraiment parce qu'elle était dans la poussette. Et de temps en temps aussi, elle dormait avec nous. Au milieu de nous, je sais pas. Mais non, elle dormait pas au milieu de nous. Ah, elle dormait à côté de toi. Mais oui, sinon tu l'aurais. Oui, sinon bref. Oui, c'est ça. Elle dormait à côté de maman et moi j'étais de l'autre côté. Et des fois, on la remettait dans la poussette, etc. Ouais, et ça, c'était au tout début. C'était genre quand elle avait 1 mois à peu près. Parce que très vite, ce qu'on a fait, c'est que pour le côté pratique, elle s'est mise à dormir dans le lit à côté de moi tout le temps. Oui. Et c'est aussi j'avais oublié, mais je me rappelle, c'était pas que pour l'allaitement. C'est parce qu'en fait, on a un bébé qui avait souvent des maux de ventre. Au début, les coliques, etc. Tu sais, elle était un petit peu, elle dormait pas très bien et on s'est rendu compte, vers 1 mois, on s'est rendu compte qu'elle dormait bien quand elle était sur le ventre. Donc là, panique à bord, je ne peux pas laisser ma fille dormir sur le ventre, elle va mourir, mort subite du nourrisson. Les pédiatres, ils ont dit qu'il faut qu'elle soit exclusivement sur le dos et tout ça. Donc du coup, on était assez stressés. Mais moi, je me suis dit, non, ma fille, elle est bien sur le ventre, elle dort sur le ventre. Quand elle est sur le dos, elle ne dort pas. Donc je vais la laisser sur le ventre. Voilà, j'ai écouté mon instinct de maman et je me mettais à côté d'elle, je la surveillais, je veillais sur elle, je savais que tout allait bien et elle a dormi sur le ventre. Donc en fait, je la laissais à côté de moi tant qu'elle ne pouvait pas se retourner pour surveiller qu'elle était bien en vie. Oui, voilà, c'est ça. Et après, à partir de 4 mois, on l'a mis dans sa chambre et elle a dormi très vite dans sa chambre.
On se réveillait 3 fois dans la nuit pour du coup aller, quand elle pleurait, on lui remettait une petite tétine. Un biberon aussi. On n'a jamais eu à la bercer la nuit. Donc ça, c'était un avantage. Oui, ouais, on lui a jamais donné cette habitude de la bercer la nuit. Et maintenant, elle est très bien dans sa chambre. Et qu'elle y reste. Mais non, mais moi j'aime bien maintenant le matin, j'aimerais bien qu'elle vienne, elle commence à sortir de sa chambre, elle pousse la porte, elle sort de sa chambre, parce qu'en fait nous elle dort par terre, elle a un lit Montessori, elle pousse sa porte, elle sort dans le couloir, donc très bientôt si ça se trouve elle va venir à quatre pattes, elle va te réveiller, elle va grimper dans le lit, elle va me dire maman viens me faire mon petit déj. Question de Abeline. Comment inclure le papa dans la vie de bébé? Il est déjà très proche de notre fille alors qu'elle est encore au chaud dans mon ventre, mais j'ai peur d'une relation exclusive entre elle et moi à la sortie. Ça, c'est le risque de comment dire, que quand ton bébé il naît, de te dire voilà, c'est mon bébé, je veux pas le parler. Je vous ai coupé le son là, je crois. Hein. Ça va, vous êtes toujours là? Ça arrive à beaucoup de mamans, cette relation d'exclusivité. Et ça arrive du coup à beaucoup de papas d'être exclu entre guillemets, parce qu'il n'est jamais vraiment exclu, le papa. Oui. Mais comment l'inclure? Comme on l'a dit tout à l'heure, le faire participer à toutes ces petites tâches désagréables qui sont en fait agréables, même si bon, tu joues dans le caca. Mais c'est agréable, on découvre des nouvelles textures, des nouvelles odeurs. Donner le bain, c'est quelque chose d'important, de partager ensemble quand on peut, après ça dépend des horaires de travail. Non mais c'est vrai que ça c'est… Donner le biberon aussi. Oui aussi pour ceux qui ont cette chance. Et d'ailleurs, celles qui allaitent, vous pouvez aussi à un moment donné, bon alors ça c'est pareil, c'est un sujet qui porte à débat parce qu'on dit que voilà, le biberon ça peut déranger l'allaitement et tout ça, mais si vous faites les deux, un mix des deux, n'hésitez pas à laisser votre conjoint donner le biberon à bébé, ça c'est quelque chose qui est important et surtout il ne faut pas avoir peur de prêter, entre guillemets, son enfant aux autres, que ce soit au papa ou à n'importe qui d'ailleurs. Il faut prendre l'habitude le plus tôt possible de vous décoller un petit peu de votre enfant, sinon vous n'arriverez jamais à le lâcher et ça sera de plus en plus compliqué, ça peut même nuire au couple. Exact. Ça peut nuire au couple parce que plus on est exclusif avec son enfant, moins on a envie que le papa il rentre dans ce cercle. Et il ne faut pas oublier qu'une famille, c'est vous, votre conjoint et l'enfant, c'est pas vous l'enfant et puis le mari à côté de temps en temps. C'est vraiment quelque chose qu'il faut essayer de faire au maximum tous ensemble. Donc encouragez votre conjoint à participer. Question de Lina. Comment faire pour avoir des rapports quand bébé est en cododo? Cododo donc qui dort dans le lit. Qui dort dans le lit, oui. On s'est posé la question à un moment donné. Oui. Déjà, à savoir que les rapports, on n'en a pas tout de suite après. C'est pas tout de suite après l'accouchement. Après, ça dépend. Si tu fais du cododo pendant 1 mois ou 2… Oui, tu peux, si ça se trouve, ne pas avoir à te poser la question. Voilà. Oui, nous, on a repris une vie sexuelle au bout de 2 mois. Oui, pratiquement 2 mois. Pratiquement 2 mois. Ouais. Donc, au bout de 2 mois, du coup, pendant ces 2 mois-là, on ne s'est pas posé la question. Pas du tout. Ensuite, on se l'est posé, c'est vrai. On s'est dit, bon… Est-ce qu'on la met ailleurs? Est-ce qu'on la laisse dans son couffin? On la sort de la chambre? Est-ce que si elle est dans la chambre, c'est gênant? On apprend, on a des techniques et du coup, on se dit on peut avoir des rapports ailleurs que dans la chambre. Oui. Pendant que bébé fait la sieste, si elle fait la sieste dans la chambre, on va dans d'autres pièces. Oui. Après, il y a des parents qui arrivent aussi à avoir des rapports pendant que leur enfant dort à côté d'eux. Oui, après chacun fait comme il veut. Nous, c'est vrai que on avait un problème avec ça, on ne voulait pas… Ça dépend de la pudeur de chacun. Ouais. Après, oui, après, c'est vraiment libre à chacun, mais nous, c'est vrai qu'on essayait que ça ne se passe pas à côté d'elle, quoi. Oui, voilà, au maximum. Après… Et puis après, c'est pour ça que à 4 mois, quand elle a rejoint sa chambre, pour nous, c'était pump it up, on était super contents, quoi. Oui, c'est sûr. Et après, ne pas hésiter à la faire garder aussi pour avoir ses soirées ou avoir pour profiter de ces moments de retrouvailles. Ou même ses journées. On peut la faire garder et puis la journée, voilà. Oui, pour pouvoir profiter du temps dans le couple. Exactement. Question pour toi, vas-y, je te laisse. Alors, as-tu considéré que tu étais papa avant ou après la naissance? Moi, personnellement, j'ai pris beaucoup de temps avant de me considérer papa. Pendant la grossesse, j'étais pas très présent parce que je travaillais beaucoup. Donc, j'ai pas profité de la grossesse. Donc, on a décidé pour les prochaines grossesses, s'il y a des prochaines grossesses, que je sois plus présent. Déjà, parce qu'on ne peut pas se sentir papa pendant la grossesse si on n'est pas là. Quand on ne sent pas que sa femme est enceinte. Moi, je touchais son ventre beaucoup, mais j'avais du mal à écouter, j'avais du mal à mettre mon oreille. Je pense beaucoup par pudeur aussi. Aussi beaucoup par pudeur, voilà. Quand le bébé bougeait, je trouvais ça cool, mais en même temps, ça me… Ouais, j'avais pas d'émotion. Après l'accouchement, voilà, là j'ai eu une émotion pendant l'accouchement, mais j'étais plus content pour ma femme. J'étais pas content encore d'avoir un enfant. C'est arrivé beaucoup plus tard. Moi, j'ai pris 6 mois.
Ah, peut-être pas 6 mois, mais j'ai pris plusieurs mois quand même. Ouais. Plusieurs mois avant de considérer ma fille comme ma fille. Mais ça arrive à plein de papas. Et heureusement que Juliana, elle a été là quand même, elle m'a fait participer. Elle me disait, voilà, parle-lui, porte-la, fais ci, fais ça, parce que sinon, tu n'y arriveras jamais. Ah oui, il faut l'aider, hein, parce que c'est vrai qu'il y a des papas qui ont beaucoup de mal. Et c'est très souvent de la pudeur, en fait, d'estimer qu'un petit être, c'est son enfant. C'est quelque chose qui peut être des fois très difficile pour le papa. Pour nous, les mamans, généralement, je dis bien en général, parce qu'il y en a pour qui ce n'est pas le cas, le lien se fait automatiquement dès qu'on est enceinte, c'est à nous, en fait. Donc, quand ça sort de nous, on sait que c'est à nous, c'est notre enfant, c'est une extension de nous-mêmes. Alors que pour le papa, c'est un élément qui arrive de l'extérieur. Donc, déjà, à partir de là, comment tu peux te dire, c'est à moi? Surtout que la ressemblance physique, oui. Il y en a qui y arrivent très bien. Mais nous, après, c'est vrai que ce qui est un peu compliqué, c'est que, comme tu l'as dit, pendant toute la grossesse, on n'était pas ensemble. Donc, c'était difficile. Voilà, je sais que même récemment, il m'a dit qu'il ne se rappelle même pas que j'ai été enceinte. Oui, c'est ça. Ce n'est pas un moment que j'ai en mémoire. Donc, et justement, là, il y a une autre question, c'est Julian, quel est ton moment privilégié avec ta fille? Et donc là, ça me fait penser à quelque chose, c'est qu'en fait, je commençais à me sentir proche de ma fille au moment où elle a commencé à interagir avec moi et à rire et à sourire. Donc ça, c'était à quel âge? Généralement, c'est les mamans, elles savent tout. Nous, c'est plutôt 3-4 mois. Avant ça, elle ne rigolait pas, elle ne souriait pas. Elle souriait, mais pas… Donc c'est vrai que c'est difficile d'avoir une interaction avec sa fille. Et dès lors qu'elle a commencé à sourire et à jouer un peu avec moi, entre guillemets, là, voilà, ça c'est des moments que j'affectionne quand je joue avec elle, quand je vois qu'elle comprend, voilà. Et ça a pris… ça a pris du temps. Et grâce à ça, du coup, maintenant, j'arrive à me sentir papa beaucoup plus. Oui, et que maintenant, tu arrives à sentir que tu seras différent à l'arrivée d'un prochain bébé. Bien sûr. Parce que tu sauras ce qui va devenir, en fait. On fait toujours différemment avec le deuxième, avec le troisième, avec le quatrième. C'est sûr. D'ailleurs, si vous avez eu des premiers bébés, qu'il y a des choses que vous avez faites, que vous aimeriez faire différemment, sachez que ce sera toujours mieux la prochaine fois. Voilà, ce sera toujours mieux. Ça, c'est sûr. Mais c'est vrai que les moments privilégiés du papa avec son enfant, c'est important et c'est très souvent quand vous jouez. Moi, je sais que Julien, quand il prend Elena, il la fait sauter comme ça, qu'elle rigole, elle fait l'avion, il rigole. Elle rigole, ils sont contents tous les deux. Et c'est vrai que c'est des moments qui sont beaux à voir. C'est des moments mérités et que maintenant, ça y est, le lien est fait. Mais ça prend du temps. Ça prend parfois beaucoup de temps. Question de Jennifer. Avez-vous pensé à un modèle d'éducation à suivre dans l'idéal, du genre plutôt autoritaire, permissif, désengagé, etc. Alors déjà… Je ne savais même pas qu'il y avait plusieurs modèles d'éducation. Je savais pas que… qu'il y avait des modèles. Je savais qu'il y avait plusieurs modèles de management. Tu vois, ces mots-là, autoritaire, permissif, c'est des mots des managers, tu vois. Et je ne savais pas que ça s'appliquait à l'éducation. Oui, je sais pas, Donc non, on n'y a pas réfléchi, voilà. Non, on n'a pas réfléchi à ça. Je pense qu'on va beaucoup suivre notre instinct. Déjà par nature, je pense que comme on est assez satisfait de l'éducation qu'on a reçue, on va reproduire un petit peu le même schéma pour certaines choses. Bien sûr. Il y a des choses de notre éducation qu'on n'a pas forcément appréciées ou tolérées ou acceptées correctement, qu'on fera différemment. Mais c'est vrai que dans l'ensemble, on va suivre un petit peu le modèle parental. On saura être strict quand il faudra. On ne sera pas laxiste. Voilà, ce ne sera pas vas-y, fais ce que tu veux dans la maison. Non. Mais surtout, on n'a pas envie de suivre un livre. Voilà. On lit très peu de livres. On ne lit pas de livres en fait. Oui, concernant l'éducation, on ne suit pas de livres. On suit l'instinct. Voilà, c'est ça. Voilà. Franchement, il y a des gens qui aiment bien avoir une méthode toute faite et qui l'appliquent. Moi, je suis plus partisan de dire que l'éducation, c'est au feeling. C'est pas une science exacte. Voilà. Mais c'est-à-dire que l'humain est tellement différent. Mais c'est ça, c'est-à-dire que même l'éducation qu'on va donner à Elena, par exemple, je suis sûre et certaine à 2000% qu'on ne donnera pas exactement la même éducation au prochain. Mais oui, il sera un peu différent, donc forcément il y a des choses qu'on sera obligé de faire différemment. Il y a des enfants et des êtres qui sont plus sensibles que d'autres qui sont plus susceptibles que d'autres qui sont plus turbulents que d'autres. C'est ça, il faut s'adapter à chaque enfant. Il faut s'adapter à chaque enfant. Ouais. Je pense que tout
tout le monde est différent, donc on essaye de s'adapter à ce qu'on a en face de nous. Hein. Exactement. Et nous, on a un bébé très agité, par exemple, et j'espère que le prochain sera un peu plus calme. Bref, c'est hors sujet. Question de Matteo. Matteo. C'est un catalan. Catalan. Que pensez-vous de la méthode Montessori? Alors, la méthode Montessori. Ça rejoint un petit peu ce qu'on vient de dire juste avant, c'est méthode. Voilà, le mot méthode, en fait, nous dérange. Oui. Donner un nom à quelque chose. Voilà, Montessori, je crois que c'est une dame qui. Voilà, c'est le nom de famille d'une dame. Oui. Après, ce n'est pas négatif de dire méthode Montessori, mais non, il y a certaines choses de Montessori qu'on utilise. Oui. Notamment le lit et le matelas au sol. Le matelas au sol, les jouets qui sont accessibles, qui ne sont pas dans des tiroirs, qui ne sont pas dans des casiers. Elle a accès à… On lui interdit pas d'espace dans la maison. On lui interdit pas d'espace. On a juste sécurisé presque toute la maison, mais sécurisé entre guillemets aussi. Quand il y a des choses dans certaines pièces qui ne sont pas très sécures, mais on ne ferme pas les portes pour autant. Oui. On fait attention. Donc c'est vrai que Montessori demande plus d'attention, faut quand même faire gaffe. C'est un petit peu ça. Montessori, l'idée, c'est vraiment de laisser son enfant découvrir son environnement et devenir autonome. C'est un peu le principe de Montessori, c'est ça, c'est d'apprendre à son enfant à savoir faire tout seul. Ne pas la laisser dans son transat trop longtemps, par exemple. Nous, on l'a laissé très souvent sur les tapis d'éveil, à plat ventre ou à plat dos. Suivant plutôt les bébés. À plat ventre, parce qu'elle préfère être sur le ventre. C'était plus à plat ventre, donc les transats, on en avait acheté un, elle l'utilise très peu, sauf pour manger. Des fois. Donc voilà, Montessori, on a pris des petits trucs, tac, tac, tac. Mais sans savoir que c'était Montessori. Oui, ça, j'ai envie de le rajouter. Sans vraiment savoir, On s'est dit, le lit à barreaux, on le sentait pas. On l'a mise dedans, en fait, elle hurlait. Donc... On le sentait pas, on se disait, bon, le lit à barreaux, elle aime pas, elle crie. Est-ce qu'on va pas essayer de mettre son matelas par terre? Mais donc ça a marché, et puis voilà. Donc on prend des petites choses, tac, 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 à droite, à gauche. Et on fait notre petite sauce, et puis voilà. C'est vrai qu'après, on peut être inspiré d'une méthode, et je trouve ça même bien, hein, quand on ne sait pas du tout où aller, de se renseigner sur une méthode, ça peut être quelque chose de sympa, mais je trouve que c'est bien d'essayer de ne pas se cantonner à tout le truc, d'essayer de faire tout de manière carrée, de A à Z, mais d'essayer de laisser un petit peu son imagination, son ressenti, son instinct. Dire, parce qu'on peut aimer une méthode et puis trouver qu'il y a un truc dans la méthode qui ne va pas du tout, et dans ce cas-là, de ne pas l'appliquer bêtement en se disant que… C'est ça. Comme tu as dit, il ne faut pas appliquer bêtement tout. Voilà, parce que des fois, il y a des choses qu'on va vouloir absolument faire, et malheureusement, on n'y arrive pas, mais on s'efforce à le faire, on s'efforce, et en fait, c'est pire. C'est pire, ça empire les choses. Ça me fait penser je dérive un peu, mais bon, je suis sûre que ça vous intéressera. C'est que, par exemple, les couches lavables, l'allaitement, l'écharpe de portage, tout ça, c'est des choses qui sont à la mode en ce moment. J'ai l'impression que c'est vraiment les gens veulent faire l'écharpe de portage, absolument. Je veux absolument faire des couches lavables parce que c'est trop à la mode, c'est écolo, c'est… Mais nous, on l'a fait. Oui, nous, on l'a fait, mais on ne l'a pas fait par mode. Oui, non, on l'a fait parce qu'on avait envie. Oui. Et je trouve que si on fait quelque chose juste pour un effet de mode, à un moment donné, ça va coincer d'une manière ou d'une autre. Donc, essayez vraiment de faire ce que vous avez envie de faire parce que vous avez envie de le faire. Et si ça ne marche pas, tant pis. Voilà, et ça ne marche pas, c'est pas grave. Mais nous, c'est comme quand on a commencé les couches lavables. Hein. On s'était dit, on fait ça. Et puis, si ça ne nous correspond pas, tant pis, on fera autre chose. Voilà. Oui. Ça, il se trouve que ça nous a plu, mais ça aurait pu ne pas. Donc, voilà, il faut vraiment en faire en fonction de ce qu'on aime. Est-ce que vous êtes des parents stressés? Stressés. Honnêtement, papa poule, maman poule, quoi. Je sais pas, stressé de maladie, stressé de tout ça. Franchement, honnêtement, quand je regarde un petit peu autour de nous, que ce soit sur Internet ou dans notre entourage, je trouve qu'on est des parents absolument pas stressés. Ouais, pas du tout. Pas du tout. Dès qu'on rend visite à des amis à nous qui ont des enfants. C'est drôle. Mais dès que tu as là, par exemple, tu as un bébé, bon, c'est assez souple un bébé, ok? Enfin, c'est en caoutchouc. Tu as la cheville qui va être un peu tordue ou le bras comme ça, là. Tu as des parents qui vont tout de suite dire attention au bras, attention. Mais moi, je m'en fiche totalement. Si elle se met comme ça, bon, on surveille. Hein, on n'est pas non plus à dire vas-y, monte sur le canapé, elle va te casser la figure. Non, c'est pas. Non, mais si elle avait mal parce qu'elle avait la cheville. Des fois, c'est vrai qu'elle a des positions de cheville très bizarres, notre fille. Hein. Ouais. Elle est comme ça. Mais si elle avait mal. Mais elle se fait ses étirements. Si elle avait mal, elle pleurait. Ouais. Voilà. Et des fois, elle tombe maintenant. Maintenant, elle tombe plusieurs fois par jour parce qu'elle arrive. Maintenant, elle arrive à se mettre debout en prenant appui sur les meubles. Et elle glisse très souvent. Souvent, c'est la main gauche qui glisse. Donc, elle va glisser, tomber comme ça. Elle tombe.
On la ramasse, on lui fait un petit câlin, on ne l'emmène pas aux urgences. 30 secondes. Enfin, sauf s'il y avait un souci, mais on le verrait, on fait quand même attention. Mais c'est vrai que il y a des parents, ils vont prendre la température de leur bébé tous les jours. Se dire, je vais lui prendre la température, on ne sait jamais, s'il fait 37,5, je lui mets un Doliprane. Mais non, nous, on n'est pas La température du bain, c'est pareil. On a pris la température. On met le coude et on sait quoi. On l'a pris au début quand même assez régulièrement, prenez la température du bain, mais au bout de, je sais pas, un mois, tu as arrêté de tout le temps mettre le thermomètre. Par contre, toi, il faut que tu le mettes. Hein. Oui. Moi, des fois, je mets l'eau un peu trop chaude. Trop froide aussi. Trop froide aussi. Mais moi, je suis le papa vraiment pas du tout stressé, mais par rien. Toi, tu es un peu plus stressé que moi, mais ça reste sain. C'est-à-dire que je vais être stressée si, par exemple, elle se met à vomir en jet comme elle nous l'a fait une fois. Forcément, là, je n'étais pas stressée, mais j'étais préoccupée. C'est-à-dire que je savais qu'il fallait que j'agisse. Et généralement, ça ne m'a pas trompée. Hein. À chaque fois qu'elle a été un début de maladie, j'ai pressenti, je savais qu'il fallait qu'on consulte. S'il y a un parent stressé, il faut que l'autre ne soit pas stressé, si je peux vous donner un conseil. Si on a deux parents stressés, l'angoisse. Ça ne va pas. Et vous aurez un bébé stressé en plus. Ouais, non, ça ne va pas. Et après, on va aux urgences tous les jours. Et tout. Si on a un qui est zen, ça va apaiser l'autre et ça sera mieux. Ouais, ça sera plus tranquille. Question de Marine. Qu'est-ce que l'arrivée de bébé a changé et apporté de positif dans votre quotidien et votre vie de couple? Plein de choses. C'est que du négatif. Hein, non, c'est que c'est beaucoup de bonheur. Ça change beaucoup. Ça change beaucoup de choses. Mais qu'est-ce qu'elle nous a apporté de positif? Franchement, moi, j'ai l'impression que j'ai 3 fois plus d'amour à donner. J'ai l'impression que j'aime plus les gens qu'avant. J'aimais pas les bébés, ça m'intéressait pas du tout. Maintenant, j'aime tous les bébés. J'aime tous les enfants. On est beaucoup plus avenant, beaucoup plus sociable avec les gens en général, pas que les enfants. On a beaucoup plus d'affection pour les gens, en fait. J'ai l'impression qu'en règle générale, on a plus d'affect, en fait. On a plus envie d'aider les autres. Voilà, c'est vrai que c'est pour ça qu'on a commencé à faire des vidéos sur la maternité, pour apporter notre expérience, nos conseils et tout, parce qu'on a envie d'aider en fait. Maintenant, je sais pas, j'ai l'impression qu'on aime plus les gens qu'avant, alors qu'on est un peu asociaux. Je vais dire une phrase très cliché. On est même des fois amené à se dire qu'est-ce qu'on aurait fait sans elle. Enfin, bref, oui, mais moi tous les jours, je me dis ça. On est amené à se demander, voilà, maintenant qu'elle est avec nous, comment on vivait avant sans elle en fait. Parce que maintenant, elle est tellement intégrée à notre quotidien, elle est dans notre rythme, on vit à son rythme évidemment, et on se dit comment on faisait avant. Avant, c'était bien aussi, sans enfants. Mais ça rajoute, je sais pas, maintenant notre vie a une valeur ajoutée, quoi. J'ai l'impression que ça ajoute des objectifs, ça ajoute du piment à notre... on peut arrêter de dire ça. C'est un peu cucu la praline. Mais après, dans notre couple, quand même, qu'est-ce que ça a changé de positif? Moi, je pense que en fait, ça rajoute de l'amour. Tu me diras si tu dis des bêtises. Oui, ça rajoute de l'amour parce que maintenant, j'aime Julien comme mon mari, mais je l'aime aussi comme le père de ma fille. Donc, ça rajoute Maintenant, il a plus de valeur encore à mes yeux. C'est beau. C'est beau, hein, n'est-ce pas? Bon, allez, c'est trop cucu, on passe à la prochaine. Question de Kimberley. Avez-vous donné un rythme à Elena pour les siestes, les temps de jeu, etc. On a donné un rythme à Elena pour les repas. En tout cas, ça, c'est clair. Net, précis. Il y a des horaires fixes. Elle a des horaires fixes. On déroge pas à ça. C'est ça. Elle mange toutes les 4 heures. Donc, elle mange à 9h, elle mange à 13h, à 17h et 21h presque. Donc, voilà, vous savez tout. Vous pourrez maintenant donner à manger à Elena ici à la maison. Non, mais oui, pour les repas, on a des horaires fixes. Pour les nuits aussi, c'est-à-dire qu'elle se couche à 21h, c'est fini. À 20h, c'est le bain. À 21h, 20h30, 45, elle mange. 21h, dodo, extinction des feux. Jusqu'à pratiquement 9h. À 8h30, 9h. Voilà. Après, pour les siestes… Mais je pense que donner le rythme des repas, déjà, ça permet de rythmer la journée. Oui. Donc, c'est sûr. Voilà, donc naturellement, tout le reste se fait. Oui. Après les siestes, c'est vrai qu'on a un peu plus de mal. Oui, après, d'ailleurs, pour rythmer les journées d'un bébé, c'est très compliqué au début. C'est très compliqué au début, surtout si on allait, parce que l'allaitement, c'est à la demande. Donc, ça veut dire que c'est l'anarchie totale. Hein. Le bébé, il mange quand il veut, il dort quand il veut. C'est la catastrophe, en fait. Donc, nous, c'est vrai qu'à partir du moment où elle a refusé le sein et qu'elle voulait absolument juste son petit biberon de lait, et ben, on a pu justement voir combien elle buvait. Du coup, je faisais des biberons, c'était mesuré, quantifié, c'était dosé, c'était toutes les 4 heures. Voilà, au fur et à mesure, on a réussi comme ça à donner un rythme. Et à partir du moment où le bébé a un rythme de repas, et ben, automatiquement, les siestes, les nuits et tout ça, ça suit. Et voilà. Après, ce qui est compliqué au début, c'est de donner aussi le rythme, tu sais. Un bébé ne sait pas faire la différence entre le jour et la nuit.
Du coup, il faut faire attention que le bébé ne dorme pas trop longtemps la journée, mais qu'il Mais on l'a jamais réveillée, nous. Hein. Non, on n'a jamais eu besoin de la réveiller parce qu'en fait, elle a très vite pris le rythme de la nuit. Et parce qu'elle faisait pas des grandes siestes aussi. Oui, même quand elle était tout bébé, elle dormait. On n'a jamais eu un bébé qui dorme plus que 3 heures. Ouais, c'est vrai. Non, jamais. 3 heures. Elle joue Sauf beaucoup. la nuit. Elle joue beaucoup. Donc voilà, au niveau de l'éveil et du jeu, on la met sur tous ces petits tapis d'éveil, on est à côté. Il n'y a pas de temps vraiment de jeu. Elle joue tant qu'elle veut jouer. Elle joue toute la journée. Tout. Et puis quand elle jusqu'à épuisement et après elle va au lit. Non, mais et quand elle en a marre de jouer, elle va pleurer parce qu'elle a faim ou parce qu'elle a sommeil. Voilà. Et quand elle a sommeil, on fait un petit câlin et puis elle va faire sa sieste. Donc les siestes, c'est vrai que c'est assez chaotique. Hein. C'est-à-dire qu'elle peut aussi bien dormir 45 minutes qu'une heure et demie. C'est ça. Voilà, ça dépend des jours. Je n'arrive plus à imaginer partir en week-end sans ma fille. Vous l'avez déjà fait, comment ça s'est passé? Tu n'arrives donc pas à te détacher de ton enfant. Quelle déduction. À te dire que c'est ça, ouais, c'est ça. Mais c'est normal, ouais. Parce que après ça dépend de l'âge aussi de l'enfant. Nous, on n'est jamais parti sans elle. On est déjà parti sans elle. Je crois pas qu'on ait fait de nuit hors dehors de la maison sans elle encore. Non, je crois pas. Non, on a déjà fait des très longues journées sans elle. Sans elle, ouais. Oui, non. Mais moi, je me sens prête. Tu vas partir bientôt 3 ou 4 jours sans elle. Ça va être dur. Mais je vais le faire. Mais il faut le faire, mais il faut que ce soit progressif, évidemment. On ne va pas partir une semaine entière d'un coup, quoi. Oui. Parce que là, tu te dis, tu cogites, tu dis, bon, est-ce que si c'est avec les grands-parents ou avec qui va la garder, est-ce qu'ils vont gérer pendant… Déjà, les gens qui vont la garder, il faut aussi le faire petit à petit. Ah oui. Donc, il vaut mieux partir, je pense, faire une nuit à l'hôtel, enfin progressivement. La journée, puis la nuit, puis les deux. Mais il faut le faire, c'est primordial. C'est super important. Ouais. Dites-vous que si vous n'arrivez pas à le faire maintenant, ce sera de plus en plus difficile en fait. Et puis après, c'est vrai que plus l'enfant grandit, plus ça va être difficile pour vous de vous détacher de l'enfant. Oui, alors que l'enfant, lui, ça va. En fait, il peut se passer de vous petit à petit. Il faut lui apprendre à se détacher. Mais c'est vrai que c'est surtout pour les parents que c'est difficile. Surtout pour les mamans. On n'a pas envie de laisser notre enfant. C'est normal, hein, mais il faut faire l'effort. Avez-vous eu envie d'un enfant en même temps? Non. Non. Attends, je peux le dire? Oui, vas-y. Je peux avouer à la terre entière la vérité. Vas-y. C'est que quand on s'est rencontrés, il voulait être papa. Donc c'était il y a 7 ans. Il avait déjà des envies d'enfant, moi pas du tout. Et après, en fait, c'est moi qui avais envie d'enfant et lui, il avait plus envie. Plus le temps passait avec moi, moins il voulait d'enfant. Donc je ne sais pas comment je dois le prendre, hein, mais… Et toi, plus tu approchais de la trentaine, plus, comme beaucoup de femmes, je pense, c'est l'âge un peu… Tu te disais, bon, il faut qu'on fasse des enfants maintenant parce que sinon, à un moment donné… Mais surtout que j'en veux 3 ou 4. Donc voilà, donc non. Mais après, Elena, c'était pas voulu, c'était un accident. Donc la question… Là, pour les prochains enfants, on en a parlé. On en veut 2, 3. Voilà, de plus. On est d'accord? Donc ça en amène à 4 alors. 3 ou 4 au total. On n'est pas d'accord. Mais on en veut d'autres. Et là-dessus, sur ce point-là, on est d'accord. On est d'accord. Mais pour Elena, c'était un accident. Donc, mais on est obligé d'être d'accord. Heureusement finalement qu'il y a eu cet accident-là, parce que sinon, c'est vrai, est-ce qu'on en aurait fait? Parce Je sais pas. Moi, j'étais plus en phase de me dire, tu sais quoi? Ah oui, lui, c'était… On n'en fera pas parce qu'on approche, on a 30 ans bientôt là. Mais toi, ton discours, c'était on en a, tant mieux, on n'en a pas, c'est pas grave. Oui, c'est ça. Alors que pour moi, c'était si j'en ai pas, c'est la fin de ma vie. Je n'envisageais pas l'avenir sans enfant. Pour moi, c'était techniquement impossible. Oui. Et en fait, je ne me voyais pas finir mes jours sans être grand-mère. C'est bizarre ce que je dis. Au-delà d'avoir des enfants, je me dis je ne peux pas ne pas avoir de petits-enfants. Bref, c'est très bizarre. Une question qui est liée du coup. Dans combien de temps voulez-vous commencer le deuxième? Ouais. Alors, ça, vous voulez tout savoir, hein? Ça, et ben vous le saurez on ne le dit pas. Non, on ne le dit pas. Ça, c'est un secret. On le sait, voilà, on a réfléchi, mais pour l'instant, on ne le dit pas. Ouais. On le dira au fur et à mesure. Hein. Oui, au fur et à mesure, vous saurez de toute façon. Hein. Mais comme on l'avait déjà dit ça dans plusieurs vidéos. Ouais, on avait dit qu'on voulait 2 ans d'écart, 2 ans et demi maximum. Non, on l'avait pas dit ça. Si, on l'avait dit. Ah bon? Oui, on l'avait dit. Bref, on veut des enfants rapprochés. Ou 3 ans, je crois qu'on avait dit. Vous faites le calcul. Hein. De toute façon, si on en veut 3 ou 4, on a 30 ans cette année. Moi, à 36 ans, j'aimerais bien avoir terminé de faire des enfants. On s'est dit que c'est un bon écart. Moi, j'ai 3 ans d'écart avec mon frère. Moi, j'ai 3 ans et demi avec ma sœur et je trouve que c'est un peu trop. Ah ouais Bon, donc voilà.
On verra. Bref, faites le calcul, réfléchissez, faites vos pronostics et puis on verra bien. Trouvez-vous du temps pour faire vos activités perso, sport, loisirs de grand? Eh bien oui, heureusement. Heureusement qu'on trouve le temps. On se donne le temps surtout parce que c'est pas qu'une question de trouver le temps, c'est le prendre. Il faut réussir à le prendre. C'est vrai de dire j'ai pas le temps. Nous, on fait notre sport à la maison. Juliana, elle en fait plus que moi. Et c'est vrai que des fois, dans des journées qui sont très chargées, elle va me dire écoute là, je vais faire mon sport. Ouais, c'est vrai. Voilà. Et donc, moi, il faut que je lâche tout ce que je fais pour aller m'occuper d'Elena. Il y a pas, moi, j'ai pas de mots à dire. Ouais, c'est ça. Voilà. Et donc, tu fais ton sport pendant 20 minutes, 30 minutes. Mais il faut le faire. Il faut réussir. Chacun a ses petites activités, ses petits hobbies. Et il faut prendre le temps de les faire. Et c'est vrai que quand on a besoin de faire quelque chose ensemble, eh ben, soit on essaie de faire ça pendant la sieste d'Elena, qui est très courte, donc on a intérêt d'être efficace. Ou soit on la laisse à garder à sa nounou et puis on profite de notre journée pour faire toutes les activités qu'on a envie de faire. Exactement. Voilà. Mon fils a 2 ans et depuis sa naissance, c'est de pire en pire côté sexe. Je n'ai plus envie du tout. Comment faire? Oula. Ça peut être compliqué la sexualité parce qu'en fait le gros problème de la sexualité, comme ça je pense que c'est pour beaucoup de choses, c'est que moins t'en fais, moins t'en as envie. Et quand tu rentres dans l'engrenage de ça, c'est très difficile d'en sortir. Moins tu fais l'amour, moins tu as envie de faire l'amour. Et plus tu penses que tu n'es pas désirable et que ton conjoint n'a pas envie de toi, tu as ensuite peur que ton conjoint aille voir ailleurs. Lui-même, faut pas se leurrer, hein. Les hommes, c'est pareil en fait, hein, quand ils sont en couple avec une femme, si la femme ne fait plus l'amour et qu'ils ne font plus l'amour avec leur femme, au bout d'un moment, même eux, ils finissent par prendre l'habitude de moins avoir envie, sauf ceux qui se disent bon allez, je vais aller voir ailleurs, hein, ce qui arrive aussi. Mais le problème, c'est qu'il ne faut pas rentrer dans cet engrenage-là. Et une fois qu'on est dedans, pour en sortir, je pense qu'il faut se faire violence. Au début. Se faire violence maintenant, ça veut dire quoi se faire violence? Non, mais ça veut dire qu'à un moment donné, il faut se motiver, quoi. Oui, voilà, dans ce sens-là. Il ne faut pas se forcer si on n'a pas envie. Ah non, non. Mais il faut se dire que. Donc là, toi, ça fait 2 ans et demi, c'est quand même une période assez longue. Ouais. Donc il faut en parler énormément ensemble, en couple, tout simple, tous les deux, sans enfants, sans personne. Vous sortez, vous en parlez. Et il faut tout dire. Et c'est très compliqué parce que c'est un sujet très tabou dans les couples. Et il faut la sexualité, on en parle entre amis et tout ça sans problème. Mais dans le couple, on a beaucoup de mal à en parler et encore plus après l'arrivée d'un enfant. Oui. Parce que c'est vrai ça change beaucoup de choses. Le corps de la femme change, mais le corps de l'homme aussi peut changer. On peut s'engueuler pour tout et n'importe quoi. Avec la fatigue surtout, on peut devenir désagréable l'un avec l'autre. Avec les relations qu'on a avec les enfants. Si le papa, il est très à l'écart de l'éducation, il n'est pas du tout dans la vie de famille, dans la vie. Voilà, ça peut aussi créer du froid, des tensions. Et il faut en parler, il faut crever les abcès. C'est obligé qu'il y a quelque chose pour l'un ou pour l'autre qui coince. Et si tu poses cette question, ça veut très certainement dire que tu as envie que la situation change, donc, que tu aimerais reprendre une vie sexuelle. Donc ça veut dire que tout n'est pas perdu. Si tu as encore envie de retrouver l'envie, elle reviendra. Mais simplement, c'est ça, comme dit Julien, il faut vraiment, à un moment donné, vous retrouver entre 4 yeux, tous les deux, avec monsieur, et vraiment d'en parler et d'essayer de voir ce qui ne va pas, essayer de recréer un contexte un peu amoureux, de reprendre du temps pour vous, sans forcément qu'il y ait un acte sexuel, mais simplement le temps de passer tous les deux ensemble, en amoureux et non pas en tant que parents, parce que quand on est parent, on n'est pas que des parents, on est avant tout un couple, et pour qu'il y ait un enfant au bout du couple, c'est bien qu'il y a eu de l'amour, qu'il y a eu des relations sexuelles, et il faut que ça perdure en fait. Donc il faut se donner l'envie d'avoir envie. C'est beau. C'est une chanson ça, que je n'écoute pas. On a fait une vidéo plus longue sur la chaîne Doctissimo. Ouais. Donc n'hésitez pas à aller la voir et à poser vos questions en commentaire, etc. pour que peut-être on développe d'autres thématiques. D'ailleurs, si vous avez des questions par rapport à la sexualité du couple après la grossesse ou pendant la grossesse, après l'accouchement, etc., n'hésitez pas. S'il y a des sujets, des thèmes un peu précis là-dedans, on pourra les aborder sur la chaîne Doctissimo Maman pour en parler un petit peu plus en détail par rapport à notre vécu. Question de Abeline. Est-ce que votre ancienne vie, celle d'avant bébé, qui devait être différente, vous manque de temps en temps? Elle était différente, ça c'est sûr. Ça c'est sûr parce qu'avant bébé, tu sors plus le soir. Ouais. Tu vas, quand tes amis t'invitent, tu ne te poses pas la question de savoir qu'est-ce qu'il faut que j'emmène. Non, tu y vas avec ton sac à main, ton téléphone et tu y vas.
Et maintenant, on y va avec la valise de bébé, elle a plus d'affaires que nous. C'est vrai que… Quand on sort, on déménage, nous. Ouais, c'est ça. Je crois que c'est le truc qui me manque. C'est qu'on se déplace. Voilà, t'as pas besoin de réfléchir, tu sors, tu prends rien en fait. Alors que maintenant, à chaque fois qu'on doit partir, mais c'est la mission. C'est la mission. Moi, j'y pense à la veille. La veille, je suis là en train de réfléchir. Bon, alors, je dois prendre ça. Si elle a faim, si elle a froid, si elle a chaud, si elle veut jouer, si elle veut dormir. Voilà, on est obligé de penser à tout pour elle. Ça, c'est le côté qui est pas pratique. Ouais. Mais sinon, sincèrement, est-ce que ça nous manque? Ça me manque pas du tout parce que ça, au contraire, ça rythme mes vies, ça donne du dynamisme à mes journées. Ouais. Ma vie. Pardon. Et qu'on a des nouvelles relations aussi en fait. Maintenant, dans notre entourage, on côtoie des parents, qui ont des enfants, donc et c'est quelque chose de nouveau qui est appréciable aussi. C'est l'évolution. On a fait un tri aussi dans notre entourage puisque y a des gens maintenant qu'on ne côtoie plus aussi. C'est un tri naturel qui s'est fait, sans mal pour personne, hein, mais c'est vrai que c'est une vie différente. Et moi, sincèrement, ma vie d'avant ne me manque pas. Non, pas du tout. J'adore ma vie aujourd'hui. Alors, est-ce que vous vous programmez des soirées en amoureux à la maison? À la maison tout le temps. Bah nous, elle dort à 21h. Depuis qu'elle fait ses nuits, c'est 21h, 9h. Donc toutes nos soirées, c'est en amoureux. Donc généralement, nous, on mange à ce moment-là. À ce moment-là. On la met au lit et puis on dit ouais, la soirée commence. Comme beaucoup de parents, je pense. Ouais. Et on se fait nos séries, nos films, nos trucs, etc. Ouais. À la maison, on arrive à l'extérieur. Parce qu'elle fait ses nuits. Qu'elle fait ses nuits. À l'extérieur, on n'a pas encore fait, non? On l'a pas encore. Si. Sans elle, on l'a pas fait. Si, on l'a fait quand mes parents étaient là. Ah oui. On est sorti, mais c'était pas une soirée en amoureux. Mais bon, on aurait pu le faire. Hein, et puis, on peut le faire, en fait, puisqu'on a une nounou qui est très souple au niveau des horaires. Donc, du coup, de temps en temps, on peut se faire ça. Si on faire des soirées, oui. Après, des sorties en amoureux, des soirées en amoureux, on n'en faisait pas beaucoup à l'extérieur de la maison avant Elena. Mais quand on la laisse chez la nounou toute la journée, soit on prend ce temps-là pour bosser, pour avancer nos trucs, ou soit même des fois, on se dit, toute cette journée-là, on va à la plage, on va faire ci, et donc… on profite. Ouais, on profite. Question de Ravaka. Avez-vous eu des disputes par rapport à l'éducation de votre enfant, dû au fait que vous n'avez sûrement pas été éduqué pareil? Très bonne question. Oui. On n'a pas été éduqué pareil, oui, c'est vrai. Après, on n'a pas eu une éducation totalement très différente non plus. On a une éducation… La grosse différence de notre éducation, c'est que toi, tes parents sont séparés et les miens non. Oui, c'est ça. Moi, mes parents sont séparés depuis que j'ai 10 ans. Donc, j'ai cette éducation un peu partagée, papa, la maman d'un côté. Mais comme on l'a dit tout à l'heure, on a pris les bonnes choses de notre éducation et on sait aussi les moins bonnes choses. Et donc, avec ça, on fait le mix et on arrive à s'entendre très, très facilement. On n'a pas de conflit par rapport à eux. On n'a pas vraiment de conflit. Mais ça peut arriver dans les couples qu'il y ait des conflits. Après, ce n'est pas des conflits, mais des fois, on a un petit peu des désaccords sur certaines choses, sur des petits détails. Ça peut être sur le fait de dire non, ou de crier, de hausser le ton, ou d'être plus calme. Mais ça, pareil, il faut en parler. Laisser pleurer ou pas laisser pleurer, ça c'est quelque chose… on était d'accord là-dessus. On était d'accord, mais dans les couples, ça peut être quelque chose qui peut être porté à débat. Donc nous, c'est vrai, quand on a des choses où on n'est pas totalement d'accord, on en discute, chacun apporte ses arguments et puis ensuite on essaye de faire la part des choses. On a d'ailleurs parlé, il y a une vidéo qu'on a faite sur la chaîne Doctissimo Maman sur ça, sur la relation de couple et les conflits, les disputes et tout ça. Donc n'hésitez pas à aller la voir. Question de Marine. Est-ce que votre entourage vous a déjà critiqué sur votre manière d'élever et de vous occuper de votre fille? Si oui, est-ce que cela vous influence ou vous perturbe? De manière insinueuse. Insidieuse ou insinueuse? Insinueuse, je sais pas. Mais tous les parents, tous les grands-parents vous lanceront des petites phrases comme ça. Des petits pics. C'est tous. Faut lui donner ça à manger, faut pas lui donner ça, faut la faire dormir ici, pas là, telle durée, faut la réveiller pour lui donner à manger. Enfin, on a toujours des critiques, des conseils et puis… C'est pas vraiment des critiques, c'est plus des conseils parce que eux ils ont fait ça comme ça. Eux, ils savent parce qu'ils sont plus vieux, etc., qu'ils ont plus d'enfants. Il ne faut pas le prendre négativement, il faut juste dire « oui maman »,« oui mamie »,« oui papa ». Et après, vous faites comme vous voulez. Ouais, c'est ça. Ils ne vivent pas avec vous. Donc… Nous, ça ne nous influence pas parce que la plupart du temps, en fait, on n'est pas d'accord quand ils nous critiquent sur quelque chose ou qui… Voilà. Mais ça nous perturbe pas non plus, en fait.
L'exemple a été très récemment, on a reçu mes parents et c'est vrai que moi je voyais ma maman qui s'inquiétait pour beaucoup de choses en fait avec Elena. Il faut faire attention à ça, à ça. Bon, je disais oui maman. Et puis je sais très bien au fond que moi je m'en fiche complètement. Je sais quand je dois m'inquiéter. Et tu stressais moins. Et je stressais beaucoup moins qu'elle. Oui. Mais c'est agréable d'ailleurs de voir. Mais il nous donne aussi des bons conseils. Oui, il y a aussi des bons conseils. Ah, oui, comme pour sûr. Tout. C'est sûr. C'est pour ça que quand vous recevez des conseils de l'entourage, que ce soit les amis, la famille, que ce soit des gens qui ont des enfants et d'autres qui n'en ont pas encore aussi, qui peuvent avoir parfois des conseils qui sont très intelligents, très intéressants. Il faut tout écouter. Il faut trier. Voilà, c'est un peu comme tout en fait, sur l'alimentation, sur un peu tous les sujets. Vous écoutez, vous voyez si ça vous intéresse ou pas, vous appliquez ou pas. Et puis voilà, il ne faut pas que ça vous perturbe. Comme je l'ai déjà dit tout à l'heure, mais les meilleurs parents pour vos enfants, c'est vous. Voilà. Mais oui, ça ne sera jamais quelqu'un d'autre. Ouais. Même vos amis. Oui. Vous aurez toujours des conseils de un tel ou un tel. Oui, toujours. Donc, mais c'est comme ça, de toute façon, dès qu'on devient parent, on est entouré d'experts parentaux. Le médecin, c'est les pros. Il y a même des médecins qui, malheureusement, moi je trouve ça dommage, qui vont donner des conseils d'éducation. Ouais. Voilà. Ouais. C'est moyen. Après, c'est vrai que nous… Écoutez-vous et c'est déjà bien. Oui, c'est ça. C'est vrai que quand vous allez chez le médecin, ça c'est un conseil qu'on peut vous donner puisque nous on a été sujet à ça, on a été victime entre guillemets de ça. C'est que parfois il y a des médecins qui vont s'imposer à vous et qui vont dire faites ça, ne faites pas ça, vous ne devriez pas faire ça, faites plutôt ça. Et on peut ne pas être d'accord. Et quand on n'est pas d'accord, il ne faut pas avoir honte de ne pas être d'accord. Bon, simplement, vous n'allez pas mettre le médecin en colère, essayer de vous disputer avec, faire un débat avec lui, ça ne sert à rien. Vous dites oui docteur, merci, au revoir. Et puis ensuite, à la maison, vous faites ce que vous voulez. Nous, récemment, Elena, elle avait un petit rhume. Et on l'a emmenée chez le médecin parce que moi, j'avais envie juste qu'il l'ausculte pour voir si les bronches n'étaient pas prises ou quoi. Et il nous a donné plein de médicaments. Donc il nous a dit voilà, surtout n'hésitez pas, donnez-lui du Doliprane, même si elle n'a pas de fièvre et tout. On a fait ok, d'accord, on est sortis et puis on ne lui a rien donné. Et elle s'est guérie toute seule, on lui a lavé le nez et tout s'est bien passé. Donc voilà, faut pas avoir peur de vous écouter et de faire comme vous sentez-vous. Je trouve que c'est pas… C'est bien. Ouais. Quand avez-vous commencé à préparer la chambre de votre bébé? Je me demande si je n'avais pas presque accouché quand on a commencé sa chambre. Non, c'est pas vrai. Non, j'exagère, mais… Non, on a tout acheté. Non, là-dessus, on a été… Non, la chambre. On a commencé la chambre d'Elena. J'étais enceinte de 8 mois. Oui, mais bon, c'est vrai. Ouais. On n'a pas été des parents. Il y a des parents, dès le 3e mois, la chambre est faite. Dès le 3e mois, hop, tout est acheté, tout est fait. C'est vrai que nous, on a mis 8e mois. Ah ouais. Au 8e mois, on a tout fait. Mais on a fait très vite. Je veux dire, il n'y a pas besoin de… Si tu fais la chambre à 3 mois, qu'est-ce que tu fais après, tu t'ennuies, tu étais là dans la chambre et tu te dis bon, tu vas sortir maintenant, le ventre il se voit même pas encore et tu es là, tu t'assois dans la chaise d'allaitement, tu sais. On a tout fait au 8e mois. Après, tu deviens schizo, tu prends la peluche, t'essayes. Et du coup, même, on aurait pu faire cette chambre-là, on aurait pu la faire après l'accouchement. Parce qu'en fait… Ah oui, elle n'a pas été dedans. On a fait du cododo pendant 3 mois. Ouais. Donc ouais, c'était… C'est vrai. Non, franchement, la chambre… ça ne doit pas vous stresser. Si vous êtes enceinte de 8 mois et demi et que vous n'avez pas fait la chambre de bébé, mais pas de panique, vous aurez le temps. Votre bébé, il n'a pas besoin de sa chambre. Le bébé, il commence à profiter de sa chambre à, je sais pas, 6 mois. Oui, mais il peut dormir avec vous ou n'importe quoi. Ouais, il peut dormir juste dans un berceau. Si la chambre elle n'est pas faite, même c'est pas gênant. Si vous voulez mettre bébé dans sa chambre directement, il peut avoir juste le berceau. Oui. La commode, il s'en fiche. Les jeux, ils peuvent être ailleurs. Et puis encore, il n'a même pas besoin de jeux, etc. Donc voilà. Est-ce que vous avez dû changer de voiture? Je dirais plutôt, est-ce qu'on aurait dû… On aurait dû? Non, mais c'est la question. Est-ce que vous avez dû? Ouais, on aurait dû. On aurait dû. On n'a pas changé de voiture, mais c'est vrai qu'on aurait dû le faire parce qu'on a une toute petite voiture, une 3 portes. Et le siège, quand on a acheté le siège auto, on a acheté une poussette Trio, nous. Qui nous a fait totalement inutile d'ailleurs. C'est un achat inutile poussette, pour nous. Donc il fait couffin, siège auto. Et le troisième truc, c'est quoi? Poussette canne. Je sais même pas, parce que si on ne l'a même pas utilisé encore. Non. Et donc, on était bien contents. Moi, je dis, c'est cool, c'est un investissement, mais on a tout. Arrivé, je me dis, mais attends, quand elle est arrivée, je dis, mais elle rentre dans la voiture. Ça rentrait dans la voiture, mais pile poil, quoi. Ouais. 2 cm de plus, ça rentrait pas. C'est ça. Donc, sauf que vu que c'est une 3 portes, on est obligé de baisser les sièges et tout, c'est une galère. C'est une galère, parce qu'en plus, comme c'est une 3 portes, moi, je suis obligée, quand je l'attache, de rentrer par le siège conducteur, je passe derrière. Une fois que je l'ai attaché, j'ai le poids de repasser devant, donc je reste derrière. Quand on aura un deuxième enfant, voilà, on changera de voiture, ça c'est sûr. C'est obligé. Obligatoire. Impossible. Alors, avez-vous fait des choix pour des raisons budgétaires, moins de loisirs,
Nounou, crèche, ouais, c'est vrai que quand on a des enfants, bah, on pense argent, c'est évident. C'est évident. C'est une bouche en plus à nourrir. C'est une bouche en plus à nourrir. Entre guillemets, vu que… Oui, il faut faire ses choix, il faut gérer son budget, etc. Nous, on gère très bien notre budget. À ce niveau-là, on ne se plaint pas. Et on a fait des choix, c'est évident. Bah, le premier choix, les couches. Les couches lavables, plutôt que jetables. Plutôt que jetables. Ensuite, l'allaitement, c'est pas vraiment par choix budgétaire, mais aussi. Mais ça fait quand même économiser pas mal. Mais c'était pas du tout la raison principale. Non. Ensuite, nounou ou crèche, on s'est pas posé la question. C'était pas pour des raisons budgétaires qu'on a pris une nounou. Non, on s'est dit, on veut une nounou plutôt que la crèche. Mais pourquoi, je sais pas. Bah, moi, c'était parce que j'ai eu moi-même une assistante maternelle. Et puis que je sais pas moi, je sais pas comment ça se passe la crèche, hein, parce que nous, on n'a pas… On se dit que chez la nounou, il y a moins d'enfants. Il y a moins d'enfants, donc voilà, on se dit qu'il y a plus de… Ouais. Après, à savoir que pour tout ce qui est mode de garde, en France, il y a des aides pour ça. Donc, le mode de garde jusqu'aux 3 ans de l'enfant, c'est pas quelque chose qui va coûter super cher. Ouais, que ça soit nounou, crèche, c'est pas le plus gros du budget, quoi. On a la chance en France d'avoir ces aides-là, donc voilà, donc ça, faut en profiter. Après, on a fait des choix. En fait, même pas, parce que je veux dire, pour notre enfant, on lui achète du bio, du truc, on lui achète des trucs quand même assez chers, quoi. Après, est-ce que nous, on se restreint du coup, par contre? Non. Non. Non, honnêtement, non. Bah, après, ça dépend un petit peu pour qui. Parce que c'est vrai que notre entourage trouve qu'on se restreint parce qu'on ne sort pas beaucoup au restaurant, on va pas beaucoup au ciné. Mais en fait, ça, c'était même avant l'arrivée d'Elena. Même avant, ouais. Même avant. Donc, on a une vie assez simple. On a des loisirs simples, ouais. Donc, nous, aller faire une randonnée en amoureux, en fait, ça nous rend aussi heureux que pour certains d'aller se faire un cinéma avec des pop-corn. Sauf que nous, ça nous a coûté 0 centime. Donc, Elena, en fait, n'a pas trop joué sur notre budget. Non. J'ai envie d'un enfant, mais ma femme n'en veut pas pour l'instant. Comment amener ce désir chez elle? C'est une question très, très pertinente. Et, je ne sais pas si je pourrais répondre, moi. Mais disons que si elle n'en veut pas… Il faut comprendre pourquoi elle n'en veut pas. Pourquoi elle n'en veut pas. C'est ça. De quoi elle a peur. Parce qu'il y a plein de raisons. Il y a toujours des raisons pour lesquelles on ne veut pas quelque chose. Donc déjà, d'essayer peut-être de dépister, de comprendre qu'est-ce qui la bloque en fait? Pourquoi elle ne veut pas d'enfant? Est-ce qu'elle a peur de ne pas reconnaître son corps après la grossesse? Est-ce qu'elle a peur de ne pas avoir du temps pour elle? Est-ce qu'elle a peur de ne pas pouvoir l'assumer? Est-ce qu'elle a peur de ne pas être soutenue? Voilà, toutes ces questions, il faut peut-être voir un petit peu, essayer de déceler pourquoi elle ne veut pas d'enfant. Et à partir de ce moment-là, d'essayer de répondre à ses peurs en fait, et d'essayer de lui faire comprendre qu'il n'y a pas de crainte à avoir et surtout la rassurer. Oui, un maximum. Je pense que le fait de la rassurer pourra emmener ce désir. De lui dire, voilà, tu seras une bonne maman, on sera des bons parents, je vais être un bon papa. Parce que aussi, la crainte que beaucoup de femmes ont, c'est que le papa, en fait, il plante sa graine et après, il veut d'un enfant, mais après, qu'il l'assume. Il n'est pas là. Donc, voilà, la rassurer déjà et lui dire, la complimenter. Enfin, il faut toujours faire sentir à la femme qu'on sera un bon papa. Ça, c'est primordial. Voilà. Faut lui vendre du rêve, lui montrer qu'on sera un bon papa, donc peut-être avoir des attitudes différentes avec les enfants de l'entourage pour montrer que voilà, on serait un bon père, qu'on sait jouer, on sait écouter, on sait être attentif et vraiment faire comprendre qu'on sera présent. Parce que c'est vrai que étant maman moi-même maintenant, je me rends compte qu'au début, ce qui est très difficile, c'est d'avoir cette sensation de ne pas être soutenue. Voilà, parce qu'on a des nuits difficiles, qu'il y a beaucoup de fatigue qui s'accumule et il faut se sentir épaulé tout le temps par le conjoint. C'est vraiment, vraiment indispensable. Donc montrer qu'on sera là quoi qu'il arrive et puis discuter un maximum. Oui. Discuter un maximum et ça se fera, automatiquement. Ça va venir. Automatiquement, non, ça ne se fera pas automatiquement, mais ça va venir. C'est en parlant, en vraiment montrant à ta femme que tu as envie d'un enfant, sans lui mettre la pression par contre. Il ne faut jamais mettre la pression ni à la maman, ni au papa. Non, il faut y aller tranquille. Oui, pour tout. Il faut y aller sur le champ. D'ailleurs, sur le changement de corps, Julien, as-tu été perturbé? Par ton changement de corps? Toi, tu n'as pas changé de corps. Tu prends un peu de bide avec les années, mais c'est… Ouais, ça va. Moi, la grossesse ne m'a pas… Il y a des papas qui prennent beaucoup de poids. Mais c'est normal, tu n'étais pas présent pendant la grossesse. Je n'étais pas là.
Ensuite, Juliana, elle a pris du poids, elle a pris une dizaine de kilos. Est-ce que ça m'a pas perturbé parce que elle a géré sa prise de poids. Je savais très bien qu'elle allait gérer sa perte de poids d'après. J'avais confiance en elle là-dessus. Je sais que c'est une sportive, je sais qu'elle fait attention à plein de choses. Et pareil pour les vergetures aussi, je savais très bien qu'elle allait gérer le truc, etc. Mais donc justement, il faudrait plutôt répondre à la question en disant comment tu aurais fait, comment tu aurais géré si j'avais pris des vergetures et que j'aurais pris beaucoup de poids. Je t'aurais pas fait culpabiliser. C'est la pire des choses. Je t'aurais fait sentir que je t'aime toujours, etc. Mais tout en même temps, attention, tout en essayant de te faire comprendre que ton corps de femme que tu avais avant, c'était peut-être un corps qui te rendait plus heureuse. Donc, de ne pas s'enfermer pendant des années avec les kilos en trop. Oui, parce que plus il reste, plus c'est difficile de s'en débarrasser. Ça, c'est quelque chose qui est vrai. Et après, les changements aussi, on n'en parle pas, mais les changements, le ventre qui grossit et les seins qui grossissent, y a des papas aussi qui sont perturbés par ça. Ils sont perturbés parce qu'ils disent « Waouh, je ne reconnais pas, disons, ce gros ventre et tout ». Pendant la grossesse. Pendant la grossesse, je te parle. Et moi, je trouvais ça super cool. Ouais. Ah oui, parce que c'est un corps qui change. T'es fière, tu te dis c'est moi c'est mon enfant qui est dedans. Mais après, c'est vrai qu'il faut soutenir sa femme tout le temps parce qu'on a besoin. Bon, les femmes, on est comme ça, complexe pour un rien. On a besoin d'être complimenté tout le temps, mais encore plus après la grossesse parce que on a un corps qui est différent, quoi. On a un ventre flasque, vide. On a des seins qui sont pleins de lait, c'est pas forcément facile à vivre. Quand on a des montées de lait et que quel que soit l'endroit où on est, ça jaillit comme ça et que ça fait pas tout le monde. Ça peut être humiliant. Bon, moi, c'est ce que j'ai vécu malheureusement. J'avais des problèmes à ce niveau-là. Mais c'est vrai que c'est des choses qui peuvent être difficiles. Et puis on parle aussi, c'est comme une évidence du changement de corps extérieur, mais le corps il change aussi à l'intérieur. Et selon l'accouchement et les difficultés qu'on a eues pendant l'accouchement, le sexe féminin peut changer et ça met du temps à se remettre en place. Il faut être patient l'un et l'autre, il faut être à l'écoute et voilà, je pense que c'est le plus important. On va faire une petite dernière question avant de vous abandonner. Comment exprimer à l'autre que l'on n'en peut plus et que l'on est épuisé? Ça, on l'a vécu, nous. On l'a vécu et on n'a pas été les meilleurs. Mais je pense que maintenant, on sait comment on fera la prochaine fois. Oui, maintenant, on sait parce qu'on a eu des phases. Enfin, surtout moi. Juliana, elle n'en pouvait plus. Et où moi, j'ai eu des mauvaises attitudes. À savoir que je n'arrivais pas en fait à déceler. Enfin, si, je savais que c'était parce qu'elle était fatiguée. Mais je me disais, pourquoi tu es fatiguée? Et du coup, j'étais assez insolent, enfin assez… Ouais, assez presque irrespectueux. Ouais, en fait. C'était sur les 3 ou 4 premiers mois, c'est là les plus durs, où vraiment le bébé pleure tout le temps. Et la maman, évidemment, elle en prend plus sur elle parce qu'elle se dit, mon bébé pleure et tout, je comprends pas pourquoi. Nous, les papas, on est un peu plus détachés. Enfin, moi, j'étais un peu plus détaché. Et au début, je la soutenais pas trop, quoi. Ah oui, on a eu des phases où je me souviens que la nuit, j'arrivais pas à la rendormir. Et donc, je devenais angoissée parce que j'avais besoin de dormir en fait. Je ne me reconnaissais plus et à un moment donné, j'ai pleuré. Je lui donnais le sein en pleurant et puis lui derrière, on lui dit « mais pourquoi tu pleures, qu'est-ce qu'il y a ?» Et je lui dis « mais je suis fatiguée ». Et je pleurais et je disais « je suis fatiguée, j'ai besoin de dormir, de récupérer ». Et c'est vrai qu'à ce moment-là, je pense qu'il s'est rendu compte que si je pleurais de fatigue, c'est que vraiment à un moment donné, j'en pouvais plus. Donc, je me suis rendu compte quand tu as dit « je suis fatiguée ». Si tu n'arrives pas à verbaliser, si tu verbalises pas, si tu fais juste que pleurer ou de crier ou de t'engueuler, le fait juste de dire je suis fatigué. En fait, il faut le dire clairement. Quand tu es à bout et que tout de suite, moi, ça m'a calmé. Je me suis dit, ah ouais, d'accord. En fait, elle est fatiguée. Voilà, c'est tout. Donc, à un moment donné, il ne faut pas hésiter. Et même à l'heure actuelle, quand il y a des moments où il y en a un de nous deux qui est un peu plus fatigué, qui a besoin de repos, et ben on le dit, voilà, je suis fatiguée. Tu la prends, tu t'occupes d'elle, moi je vais aller me reposer ou je vais aller me changer les idées et puis on s'encourage l'un à l'autre à faire ça. Bon, maintenant c'est de plus en plus rare parce que bon, elle a quand même 9 mois maintenant donc c'est beaucoup plus gérable et maintenant elle est quand même assez adorable, il faut le dire. C'est sûr. Mais c'est vrai que quand c'était difficile au début, c'est ça qu'on faisait quoi. Quand on était vraiment fatigué, on le disait et puis on allait se reposer et puis on prenait le relais comme ça l'un l'autre et c'est super important. Et si les deux sont fatigués en même temps, voilà, ça c'est primordial. Si les deux sont fatigués, c'est qu'il y a un trop plein de fatigue, qu'on n'arrive pas à gérer
Et donc, il faut la faire garder, enfin il faut, chacun fait ce qu'il veut, mais la nounou, les grands-parents, la crèche, peu importe, un jour par semaine, une demi-journée par semaine même. Ça permet de commencer par ça. Et voilà, après la fatigue, on la gère beaucoup mieux. C'est ça. Voilà ce qu'il en était pour les petites questions du live. J'espère que ça vous a plu, que ça vous a intéressé, que ça vous a aidé et rassuré surtout, puisque c'était le but. Donc on vous dit à très bientôt pour de nouvelles vidéos sur Doctissimo Maman et profitez bien de votre journée. Merci. Ciao, ciao. Ciao.